Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet, vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société, sans tabou et sans préjugés. Alors pour ce premier épisode de l'année 2024, que je vous souhaite heureuse et active, je recevais de nouveau mon ami membre de la revue Position, pour un troisième épisode consacré à Spinoza, et en l'occurrence notre conversation s'est vraiment articulée autour des questions liées à la métaphysique de Spinoza, même si vous verrez qu'on a fait quelques détours, mais qui sont pas inintéressants. C'est pas la partie la plus simple de son œuvre, et c'est aussi d'ailleurs une partie qui reste assez débattue aujourd'hui parce que les différents experts de Spinoza vont avoir des interprétations parfois un peu divergentes. La métaphysique spinozienne repose sur une définition particulière de Dieu, puisque c'est à ça qu'est consacrée la première partie de l'éthique, mais aussi sur tout un tas de concepts qui sont définis au début de cette même partie, je pense notamment à la notion de substance, d'attribut, de mode, etc. C'est des choses qu'on évoque avec Position Revue, vous verrez, et on essaie de le faire de façon assez pertinente, mais on n'est pas non plus garant de la seule et unique interprétation valable, et je dis ça notamment parce que je milite sur cette chaîne et dans le podcast pour rétablir un petit peu la valeur de l'expertise, à une époque où la société est animée par beaucoup de considérations anti-élitistes, que je peux partager quand il s'agit du domaine politique, mais beaucoup moins quand on parle de science, qu'il s'agisse de sciences humaines ou pas d'ailleurs. D'autre part, vous verrez qu'on s'efforce avec mon invité de sortir un peu du cadre strict et formel des définitions, on essaie de les rattacher à des choses concrètes et même triviales un peu parfois, et je pense que c'est une bonne démarche, et c'est ce que me disait Position en off à la fin de la conversation, le but de la philosophie, c'est de comprendre des choses, d'appliquer des concepts qu'on va découvrir chez un auteur à des choses de notre monde actuel, pour l'analyser, pour le décomposer et pour essayer de l'expliquer. Et lui et moi on se rejoint justement pour dire que non, la philosophie n'est pas morte, et que tant qu'on s'en servira de cette manière-là par exemple, elle ne mourra pas. Donc voilà, j'espère que cet épisode sur la métaphysique de Spinoza vous plaira, et donc sans plus attendre, voici cette nouvelle conversation avec Position Revue. Alors, de nouveau, merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue dans Nouveau Paradigme. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va se focaliser sur les considérations métaphysiques dans la pensée et dans l'œuvre de Spinoza, ce qui veut dire donc qu'on va parler évidemment de du Dieu de Spinoza, et peut-être justement c'est un bon point d'entrée parce que c'est en fait à ça qu'est consacrée la première partie de l'éthique, à Dieu, et c'est donc dans celle-ci que Spinoza pose les fondations de son système de pensée qui est basé sur une métaphysique assez précise et assez particulière, même s'il y a tout un tas de filiations qu'on pourrait faire, et on va pas rentrer non plus dans un détail total. On va évidemment en tout cas développer petit à petit, mais pour commencer j'aurais aimé qu'on parle du fameux Deus sive natura, qui est une citation connue en latin, qui veut dire donc Dieu ou la nature, parce que donc c'est un extrait, c'est une citation de Spinoza qui est assez connue, mais dont la compréhension peut faire un peu débat, dans le sens où d'un côté on va voir certains qui vont voir dans cette équivalence qui est faite chez Spinoza une forme de panthéisme peut-être, là où d'autres vont vraiment considérer que c'est plus une position purement athée, et que en fait ce que Spinoza veut dire, c'est que tout ce qu'il y a, c'est la nature. Donc voilà, pour commencer sur un truc un peu on va dire un peu plus léger, j'aurais bien aimé savoir comment tu vois ce premier point un peu, et pour commencer à rentrer un petit peu dans le sujet. Ouais, en tout cas, merci encore pour l'invitation. Sur la vision de Dieu de Spinoza. Spinoza, on l'a dit sur les dernières émissions, il est aussi plongé dans un siècle où la remise en question, où l'interrogation de Dieu devient de plus en plus prégnante, quoi. C'est-à-dire il n'a pas, enfin, on va dire, il n'est pas original en ce sens où il va attaquer Dieu, où il va reformuler Dieu, où il va essayer même de le rendre plus cohérent avec les découvertes scientifiques, empiriques de l'époque. Est-ce que donc le panthéisme de Spinoza, donc la nature, donc Dieu, Dieu sinon la nature, quoi. Est-ce que c'est un athéisme? Moi, je crois pas du tout. Je crois absolument pas que ce soit un athéisme, parce que ça rejoint beaucoup de positions en fait qui sont les positions des philosophes rationalistes de l'époque, dont un de ses maîtres, Descartes, qui est une forme de théisme, où Dieu est, on va dire, la cause des causes. Alors, dans les rationalistes, tu as divers degrés, tu as des différences. Les rationalistes, certains vont en faire, on va dire, la cause initiale, la cause première, et ensuite une forme de jusqu'à Pascal, tu vois, d'aller jusqu'à l'absence. C'est-à-dire, tu as une cause initiale, c'est le Dieu initial qui est à l'origine du monde, qui a créé les lois, etc. Ce qui est même ce qu'on trouve dans la Bible, en fait. Voilà. Et puis ensuite, il devient absent.
c'est juste l'absence de Dieu, justement. C'est toute la philosophie tragique de Pascal. Pascal, lui, qui est contemporain de Spinoza, lui, va jusqu'à ça, c'est-à-dire un Dieu qui n'apparaît jamais, qui est absent, et ça donne une vision tragique. Il y a un très beau livre, que conseiller de Lucien Goldman, Le Dieu caché, qui étudie justement cette vision de Pascal. Ensuite, on a un Dieu très ordonnateur, en fait, des rationalistes, et Spinoza a quelque chose donc commun avec les rationalistes, c'est-à-dire qu'il fait de, de Dieu la cause des causes, mais de manière permanente et immanente. C'est-à-dire pas la cause première et ensuite un enchaînement de causes qui sont euh, la, la suite en fait de la cause première de Dieu. Donc on va dire la cause des lois de Dieu et puis une suite de causalité. Non, chez Spinoza, il y a un Dieu, euh, alors à l'inverse même de Pascal, qui lui est dans le tragique. Ce qui est intéressant parce que Pascal, lui, va aller jusqu'au tragique, Spinoza, lui, va aller jusqu'à la béatitude, la joie absolue et totale. Euh, euh, Par justement la connaissance de Dieu et ce théisme, ce panthéisme de Spinoza rejoint les rationalistes en soi parce que c'est une cause de tout, première, toujours, mais euh, on va dire permanente et toujours présente. Voilà. Donc pour moi, il y a pas de, il y a pas de négation de Dieu. Chez Spinoza, il y a effectivement une négation d'un Dieu. Alors là, effectivement, là, il y a une vraie critique, enfin même une opposition, même une révolution, si un spinoziste comme toi peut la caractériser comme ça, mais même moi, je peux le dire. En fait, et c'est pour ça qu'il a été traité d'athée, c'est qu'il va sortir de la vision anthropomorphique de Dieu, en fait. Ouais, tout à fait. Tu vois, ça, et je peux comprendre que il faut comprendre qu'à l'époque, pour nous, en fait, où c'est facile de rejeter Dieu comme concept même purement spirituel ou purement de puissance, parce que chez Spinoza, c'est ça, c'est une puissance, Dieu. On peut rejeter tout ça à 5 siècles d'écart, mais rien que rejeter la vision anthropomorphique de l'homme de Spinoza, c'est déjà une forme d'athéisme et c'est déjà un renoncement extrêmement fort à l'époque qui peut légitimement, de la part de religieux très pieux, ou on va dire très orthodoxes, le caractériser d'athéisme en fait. Mm. Et effectivement, si Spinoza, contrairement à des rationalistes, hein, il n'y a pas chez Descartes toute cette vision de Dieu, c'est une puissance permanente, immanente, etc. Toute cette vision, il y a des points communs, comme j'ai dit tout à l'heure, mais toute cette vision anthropomorphique, le Dieu qui décide euh, à l'image de l'homme, l'homme à son image, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui va faire exploser. Mhm. Et il va effectivement revenir vers un panthéisme, c'est-à-dire Dieu est la puissance de l'univers partout, tout le temps, à tout moment, qui peut rejoindre une vision presque pré-monothéiste, animiste, enfin quelque chose comme ça, mais il n'y a pas. Il reste quand même chez Spinoza la distinction entre l'étendue et la pensée, c'est-à-dire entre la matière et l'esprit, euh, même si elles sont pas totalement séparées, il y a un monisme, mais voilà, il n'y a pas de rejet de l'idée de Dieu, il y a effectivement par contre euh, un rejet de l'identité de Dieu tel que les grands monothéismes. Et en plus, alors Spinoza n'a pas connu l'islam, mais il a connu le judaïsme, le catholicisme, parce qu'il est portugais, et, euh, et le protestantisme dans lequel il a vécu aux Provinces-Unies. Donc, euh, il, il a vécu vraiment trois grands monothéismes où justement l'image de Dieu à l'image humaine Mm. euh, euh, est très importante. Voilà. Mm. Donc ça, il va le rejeter. Mais c'est pas une négation de l'athéiste parce qu'il voit justement une puissance divine, totale, cause de l'univers, et pas simplement
imaginons que Spinoza voit justement l'univers à Dieu comme justement la puissance initiale de l'univers. On aurait pu le cantonner à, oui, effectivement, à presque dire il a conçu le Big Bang avant tout le monde. Mhm. Mais c'est pas le cas, parce qu'en fait, chez Spinoza, Dieu est toujours présent, est toujours là, il est toujours immanent, c'est-à-dire sa puissance. Nous sommes nous-mêmes les effets de la puissance de Dieu. Ouais. Voilà, donc c'est pas un Dieu absent, comme je disais tout à l'heure Ouais, bien sûr. chez, Chez Blaise Pascal, ouais. chez Pascal. Donc, donc oui, je dirais oui que c'est un théiste, c'est un panthéiste. Oui, il voit effectivement le Dieu partout. Il sort et de la vision anthropomorphique. Et d'ailleurs, pour finir, ça revient à ce qu'on disait sur le libre arbitre. S'il y a bien, en fait, Pascal, pardon, Spinoza s'oppose au libre arbitre, Mhm. parce que moi j'en comprends ce que j'en ai lu, c'est pas le mot libre dans l'expression qui est le plus important, c'est le arbitre. Ce que rejette Pascal et sur le quoi excuse-moi, Spinoza, ce que rejette Spinoza et sur le quoi il va être fondamental, et c'est pour ça aussi qu'il est aujourd'hui très repris par des philosophes ou par des penseurs qui veulent s'opposer à la vision libérale, c'est la toute-puissance de la volonté. Mhm. C'est-à-dire la volonté qui peut ou qui ne peut pas, qui décide pas, qui est arbitraire. Et ça, il va la rejeter pour Dieu. Pour Mhm. lui, tout ce qui est et ce que Dieu fait est, il n'y a pas c'est pas un choix, une volonté, c'est pas une possibilité, il ne se peut pas que l'univers soit fait autrement que ce qu'il est fait. Euh, et de la même manière, il va étendre ça à la critique du libre arbitre. Il va dire, il n'y a pas de toute puissance de la volonté. Chez Mhm. Spinoza, il n'y a pas de quand on veut, on peut. Tout à Chez fait. Spinoza, c'est ce que tu peux, c'est ce que tu veux. Voilà. Et c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Euh, la critique la reformulation de Dieu chez Spinoza est la base aussi de sa critique du libre arbitre, mais pas de la critique de l'autonomie ou de la cause de soi-même ou tu sais, ou de l'activité comme on l'a dit Mhm. précédemment, mais comme le point de départ de l'action, et ce que pensent les libéraux serait la volonté. Chez Spinoza, c'est ça qu'il va réfuter quand il va réfuter le libre arbitre. Il va vraiment réfuter l'idée que le point de départ, c'est la volonté Mhm. ou la non-volonté. Mhm. Que de dire une chose est, mais elle aurait pu ne pas être. Ou ça, c'est vraiment fondamental chez Spinoza. Le rejet de la volonté et on va dire la nécessité absolue. Voilà. Mhm. C'est- Et- Et c'est pour ça que Dieu, en fait, ne peut pas être un être de volonté. Il n'est que puissance. Il n'y a pas de puissance de la volonté ni volonté de puissance chez Spinoza. Il n'y a que puissance excluant la volonté. Voilà. Mhm. Donc tout ce qui est doit être et tout ce qui n'est pas ne peut pas être. Voilà. Mhm. Mais parce que moi, j'ai du mal à me positionner vraiment sur la question. Je parle de panthéisme, athéisme. En fait, la question que je me pose, moi, c'est est-ce que c'est pas aussi une forme de proto-athéisme non assumé, tu vois? C'est-à-dire qu'en fait, c'est tellement... déjà, ne serait-ce que réfuter l'idée d'un dieu anthropomorphe, cette époque-là, c'est déjà un crime de lèse-majesté et un scandale intellectuel. Et donc, est-ce que c'est pas finalement une forme de déguisé, tu vois? Et je dis ça parce que moi, j'avais plutôt cette lecture comme toi, je l'ai encore d'ailleurs, plutôt panthéiste de Spinoza. Mais ces derniers temps, j'ai pas mal lu et écouté Steven Adler, qui est un spécialiste de Spinoza que je trouve intéressant. Et lui, ce qu'il dit en fait, c'est que de sa lecture à lui, c'est plus une forme d'athéisme dans le sens où certes, il reste du divin chez Spinoza, mais en fait, il y a aucun, comment dire, il voue pas de culte. Tu vois, c'est pas une nature qu'on doit vénérer, qu'on doit louer ou à laquelle on doit vouer un culte. C'est une nature qu'on doit comprendre et qu'on Ouais, je suis doit d'accord. découvrir vraiment par l'investigation intellectuelle. Et ça le rapprocherait, en tout cas c'est ce que dit Nadler, ça le rapprocherait plus d'une forme, oui c'est ça, de proto-athéisme. Alors moi, je suis d'accord. Euh, euh, je suis d'accord. Comment dire? Je suis d'accord que en fait, le problème, c'est qu'on utilise athéisme aujourd'hui avec nos signifiants et il y a une ambiguïté dans le mot athéisme Mhm. euh, qu'on pourrait voir comme le rejet de la religion. Alors, si
si c'est ce qu'on veut entendre par athéisme, le rejet de la religion révélée monothéiste telle qu'elle a existé en Occident, oui, euh, euh, et Spinoza est athée. Hmm. Mais à ce moment-là, on peut même mettre Descartes comme athée. Ouais, Parce ça que, peut se poser comme question. Ouais. tu vois, parce que Descartes, quand il essaye de démontrer Dieu et qu'en fait il montre que justement c'est l'idée de perfection et comme cette idée ne peut pas être, donc Dieu est parce qu'il est l'être parfait. Et là-dessus, ils ont des points communs avec Spinoza. Hmm. Euh, 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 Là où moi je veux dire, donc si l'athéisme c'est le rejet de la religion telle qu'elle est révélée et c'est de se mettre à distance de ces religions-là, oui, clairement Spinoza appartient à cette catégorie et tous les rationalistes le sont, avec plus ou moins de courage en fait. Oui, c'est ça. Donc c'est extrêmement difficile de trouver des rationalistes finalement qui sont des dévots quoi. Hmm. Donc mais là où je vais quand même, on va essayer d'avoir un mode, on va dire, de compréhension d'athéisme un peu plus moderne, Mhm. c'est-à-dire de ne pas simplement rejeter les religions monothéistes ancrées dans nos civilisations, mais de rejeter même l'idée même d'une toute-puissance suprême, Hmm. initiale, englobante. Et ben, euh, ça aujourd'hui, ça reste une forme de théisme. À l'époque, effectivement, la distinction ne doit pas exister. Moi, Hmm. je suis d'accord. Je suis d'accord qu'elle ne doit pas exister. Aujourd'hui, elle existe. Il y a des gens qui n'ont aucune religion, mais qui considèrent que le monde ne peut pas être là par hasard, tu vois, Hmm. qu'une toute puissance doit être forcément quelque part, qu'ils n'ont pas eux-mêmes besoin, comme tu dis, de se dévouer à eux, et d'ailleurs, on parlait de Pascal. La vision tragique de Pascal, c'est ça, c'est-à-dire que c'est poussé jusqu'au bout du truc, il est obligé à la fin de faire le pari qu'il y a un dieu, parce Hmm. il se dit, bon, en fait, le mec est absent, mais tu comprends la logique. Hmm. Il est absent, mais depuis un bon moment, on l'a jamais vu. Est-ce qu'en fait, il n'est pas simplement inexistant, tu vois? Donc, le pari de Pascal, c'est un retour de la morale et du bien et du bon dans le concret, au cas où, quoi. Hmm. Déjà, au cas où pour l'après, et puis aussi parce que parier sur l'existence de Dieu permet pour un moraliste comme Pascal de se dire que c'est l'existence de la morale concrète qui va lui permettre, tu vois. Il y a eu cette peur aussi des gens, et Spinoza essaye aussi de jouer avec, essaye aussi de résoudre ça. De se dire s'il n'y a pas de Dieu, d'accord? S'il n'y a pas Hmm. de Dieu vengeur et punisseur, alors ça veut dire que euh, les hommes vont mal se comporter. Hmm. Tu vois, rejeter la religion, c'est laisser place à la débauche et à l'anarchie. Tu vois, et on se rend compte qu'aujourd'hui, effectivement, non. Et puis, enfin, on a des connaissances anthropologiques qui montrent qu'il y a des sociétés sans Dieu qui sont extrêmement autoritaires et inversement. Mais à l'époque, il y a cette vision-là. Hmm. Donc, tous les rationalistes, les moralistes, Pascal, Descartes, mais même avant, euh, je ne sais pas, Bacon, Galilée, enfin, tu vois, toute cette profusion intellectuelle, Mhm. essaye de résoudre le truc, tu vois, essaye de résoudre il n'y a pas de Dieu, mais il y a quand même des préceptes moraux à avoir, et ils gardent aussi chez eux, et chez Spinoza c'est encore plus fondamental, l'idée de nécessité Hmm. et de toute puissance. Et pour moi, ça reste encore une forme de théisme. Hmm. C'est, on va dire, et ce qui est logique finalement, si on prend un peu de recul, c'est le maximum d'athéisme possible de l'époque Oui, c'est de ça. Ouais. Spinoza Oui, c'est finalement. ça. Tu vois, Absolument. pour nous, 500 ans après, ça paraît un peu petit bras, mais à Ouais. l'époque, on n'aurait peut-être pas pris autant de risques, tu Non, non, vois. c'est Donc, clair. à l'époque, c'est super courageux. Aujourd'hui, bah, c'est encore un reliquat de théisme, de toute puissance. Alors, si on veut aller là, si on veut vraiment aller un peu plus loin, faire une vraiment analyse matérialiste, bah oui, effectivement. Alors, si on transposait Spinoza aujourd'hui, voilà, on le ferait apparaître, Noé, par un processus que seuls nous deux connaissons. D'accord. Il y a quand même de fortes chances que ils nous disent à la fin.
ouais, c'est vrai, en fait, Balek Dieu, j'y crois pas, quoi. Tu vois, enfin, il arrive à une forme d'athéisme ultra radical, ultra, tu vois ce que je veux dire, ultra mécaniste, enfin, et d'une vision du monde ultra mécaniste, physicaliste, comme on l'a rappelé, tu vois. Mais à l'époque, euh, euh, tu vois, ce qui rejette vraiment Spinoza, c'est la contingence, tu vois. Et la contingence, et le fait de la toute-puissance et de la nécessité, bah ça, les rationalistes, ils arrivent pas, tu vois. Parce que ils sont dans une contradiction qui est dingue. Ils se disent, tout m'amène à croire que ce Dieu créateur, initial, tout-puissant, omnipotent, omniscient, n'existe pas. Parce que, voilà, ils font des découvertes. Et en même temps, le monde est si bien orchestré, quoi. Tu vois, il y a la métaphore de l'horloge, quoi. Tu vois, Oui, oui. c'est une horloge qui tourne tellement bien, tout est tellement bien fait que ça ne peut pas être le pur fruit de la contingence et du hasard. Donc, il reste cette forme de théisme, toute puissance. Je te dis, les rationalistes comme Descartes vont le mettre plutôt cantonné, on va dire, à la cause initiale, tu vois. Donc chez Descartes, il y a un côté presque, c'est le Big Bang, tu vois, avec ses lois fondamentales, et puis après ça déroule. Chez Spinoza, il y a le côté enveloppant, immanent, euh, qui est, mais qui est effectivement, si on veut, oui, on peut dire que pour son époque, c'est une forme d'athéisme, il n'y a pas de problème. Alors, du coup, avant de poursuivre, je voulais. Parce que je me disais que c'était pas déconnant de donner un peu des références, donc je voulais quand même lire un extrait de l'éthique ou l'équivalence Vas-y, entre pardon. Dieu et nature et manifeste. C'est tiré de la préface de la 4e partie. Je cite: Nous avons montré en effet dans l'appendice de la première partie que la nature n'agit jamais pour une fin. Cet être éternel et infini que nous nommons Dieu ou nature agit comme il existe, avec une égale nécessité. La nécessité qui le fait être est la même qui le fait agir. La raison donc ou la cause par laquelle il agit et par laquelle il existe est donc une seule et même raison, une seule et même cause. Voilà, la fin de la citation. Donc là, voilà, comme ça au moins les gens savent d'où vient l'histoire. Parce qu'on dit tout le temps Deus iue natura, Deus iue natura, et puis en fait les gens savent pas forcément le placer dans l'éthique. C'est pas tout de suite que c'est formulé vraiment de manière aussi claire que ça, quoi. Mais, Ouais, clairement. mais voilà. Et tu vois bien, là, justement, le rejet. euh, C'est ce que je disais tout à l'heure, merci, hein, parce que tu appuies mon propos. Ouais, Tu tout à vois fait. bien, ce qu'il essaye de dire, c'est il n'y a pas un être, tu vois, d'un côté, et sa volonté de l'autre, qu'il active ou qu'il n'active pas, tu vois. Non, en fait, il y a l'être et sa puissance tout le temps synchronisés en même temps. Tu vois. Donc il ne peut pas y avoir d'arbitraire. Et je te dis, quand il y a la critique du libre arbitre chez Spinoza, c'est ça. Nous, on voit comme une critique de la liberté. Alors que c'est plus compliqué, la liberté Oui, chez surtout que Spinoza. Spinoza est un penseur aussi de la liberté. Exactement, tu vois. Donc Et oui, ce oui, tout qu'il à fait. critique dans le libre arbitre, c'est l'arbitraire. Oui, c'est ce que C'est tu le, disais plus tôt, c'est la volonté aussi. ouais, c'est ce que je disais plutôt, la volonté et l'arbitraire, tu vois. Après, je pense que ce serait intéressant de voir les différentes traductions, parce que moi, ça a vraiment fait frapper ce que tu disais par rapport à, justement au terme de volonté, parce que la traduction que je lis le plus, en ce moment en tout cas, c'est la traduction de Cesset, et dans celle-ci, c'est effectivement de volonté libre dont il parle, si je me trompe pas. Ouais, et ben c'est plus lisible et c'est plus, à mon sens, cohérent avec la pensée de Spinoza. Euh, Enfin voilà. et tu vois bien que euh, ouais, bah, bah, voilà, toute l'histoire du rejet de Dieu, c'est aussi de rejeter justement que le monde est une volonté de Dieu. Non, le monde est Dieu. Oui, c'est Euh, ça. non, mais c'est ça. Et tiens, d'ailleurs, il y a toute. Alors, attends, c'est dans les scolies de la partie 1, je crois, quand il montre justement que, en fait, remonter la causalité jusqu'à Dieu, c'est justement le refuge de l'ignorance. Ouais, alors là, je pourrais pas te dire ça de tête, là, tu m'en Non, demandes mais, beaucoup. non, mais t'inquiète. Et donc, il montre justement que, en fait, c'est le refuge de. Tu sais, quand il dit bah, pourquoi cette pierre est tombée. Oui, Ah l'histoire de bah, la pierre, c'est la c'est dans la première partie, effectivement. Mais je crois que Ouais, c'est ça. c'est à la toute fin, ça doit être l'appendice. Voilà, l'appendice. C'est pas un colis, c'est un appendice. Voilà. Et donc, c'est l'appendice. Et donc, il montre bien que, en fait, la volonté de Dieu, c'est le refuge de l'ignorance. Alors, tu pourrais te dire, bon, bah ouais, mais c'est quoi la différence entre la volonté de Dieu et puis le fait que Dieu soit la cause de tout le temps, tu vois? Parce qu'à la fin, ça remonte à lui, tu vois. Ah non. Lui, là, la critique, si tu comprends pas l'idée de volonté derrière, t'arrives pas à les distinguer des deux. Tu vois? Parce que
ce que lui va te dire, ce que Spinoza, là où il va te dire, il va dire le refuge de l'ignorance, c'est des gens qui disent il y a un Dieu qui veut que la pierre tombe. Mhm. Spinoza va dire non, la pierre, elle devait tomber. C'était sa nécessité. C'était, tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est pas une finalité de la pierre c'est pas une finalité de la volonté qu'elle tombe. Elle était, euh, il était nécessaire qu'elle tombe. Est-ce qu'il était nécessaire que quelqu'un se trouve en dessous? Pas forcément. Voilà. Donc il y avait des conjonctions de causes, etc. Mais il n'y a pas de volonté de faire tomber la pierre, ou ça voudrait dire, et c'est ça que ce que finalement Spinoza va critiquer, c'est de se dire, et c'est là où il c'est aussi un critique de la fatalité. Ce que Spinoza va dire, c'est aussi de se dire, bah, il n'y a pas de volonté que cette pierre tombe, et donc d'avoir pu faire en sorte qu'elle ne tombe pas, tu vois. Mhm. Ce que Spinoza va essayer de dégager dans son mode, dans sa pensée, c'est de se dire, mais la pierre, elle serait tombée, toi, il fallait juste que tu agisses sur ta puissance d'agir à toi pour pas te trouver en dessous, tu Mhm. vois. Ça sert à rien d'essayer de penser une autre configuration des puissances, parce que Dieu aurait voulu que, ou si tu t'étais mieux comporté, etc. Il va juste dire, bah non, essaye de connaître et d'appréhender, oui, un peu mieux le monde qui t'entoure. Et c'est là toute l'idée de la connaissance, etc. Pour, bah, tu l'avais vu bouger un petit peu la pierre, tu vois, si t'avais été Mhm. moins con ou moins absorbé par tes passions tristes, etc. T'aurais regardé un peu plus autour de toi, tu te serais un peu plus intéressé, t'aurais un peu plus développé ta puissance d'agir, et t'aurais bien vu que la pierre elle allait tomber, tu te serais pas trouvé en dessous, tu vois. Mhm. Et c'est là où justement Spinoza va complètement évacuer l'idée de la volonté. Parce il va pas dire le fait de se trouver en dessous, de s'être pris la pierre sur la gueule, c'est une question de la volonté divine, ou c'est une question de ta propre volonté de Mhm. t'être trouvé en dessous, tu vois. Il va juste dire, bah non, il y a des forces, il y a des corps, voilà, qui ont leur conatus, qui ont leur puissance d'agir, voilà. Et puis à un moment, il rentre en contradiction ou pas, mais dans tous les cas, il y a une nécessité au fait que ça arrive, quoi. Mhm. Si toi tu t'es pris la pierre sur la gueule, Noé, bah c'est parce que nécessairement t'étais trop occupé dans tes passions tristes plutôt que occupé par la connaissance du monde qui t'entoure, quoi. Mhm. Oui, il y a des rapports causaux, oui, c'est ça. Voilà, tu vois. Donc il va pas dire tiens c'est ta volonté propre qui a fait en sorte que tu ne t'es pas trouvé sous la pierre. Mhm. C'est comme si à chaque, tu sais, c'est ça qui va rejeter Spinoza et là-dessus moi je suis d'accord. Comme si, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la liberté. Comme si à chaque instant on pouvait faire des arrêts sur image, tu sais, Mhm. et puis te dire ah bah tiens je vais aller là, oh bah Ouais, tiens je vais presque aller là. ex nihilo, Tu vois, quoi. tu vois, à un moment donné, il y a un moment donné la pierre, bon bah elle tombe, t'es en dessous, bah tu peux bien faire pause. Même quand tu remettras lecture, elle te tombera sur la gueule parce que le fait que tu sois arrivé à ce moment-là quand la pierre elle commence à tomber et que toi tu es juste en dessous, bah, même si demain tu remets pause, tu ne peux pas tout, donc ta volonté n'a aucune forme de possibilité, tu vois, Mhm. tu vas te la prendre sur la gueule. Ce qui est euh, donc le libre, donc c'est là où justement là où justement quelqu'un qui va penser la volonté absolue, le libre arbitre absolu, va dire à n'importe quel moment de l'histoire, tu pourrais éviter par ta volonté cette pierre. Bah non, il y Mhm. a un moment où tu es rentré dans la séquence, tu vois, et c'est Je sens mort, les quoi. compatibilistes venir nous chahuter là. Mais oui, oui, en vrai, je suis d'accord. Tu vois Disons ce que je veux que. dire? Oui, oui, tout à fait. Mais disons que ce paradigme-là correspond à ce que je pense les compatibilistes appelleraient des libertariens. Je parle des libertariens au sens de ce débat-là, hein, pas des libertariens au Ouais, sens ouais, politique. on est d'accord. Mm. Mais Euh, à la fin, c'est ça. oui, oui, tout C'est. à fait, tout à fait. Mm. Et puis, encore une fois, par rapport pour faire un peu l'effort de ce que tu fais depuis le début, c'est-à-dire de contextualiser le propos, il faut bien comprendre que euh, ce que dit Spinoza, ça s'inscrit dans un contexte dans lequel, justement, il y a encore aussi énormément
comment dire, de prévalence dans la société alors si ce n'est forcément de volonté individuelle ou de superpuissance de la volonté individuelle, de superpuissance de la volonté divine. Et ça, tu l'as dit un peu plus tôt, mais il faut insister aussi là-dessus. C'est aussi ça que vient un petit peu contredire Spinoza par ce propos-là. Et c'est là où tu vois Spinoza est pas, tu vois, il peut pas aller jusqu'à Dieu est mort, tout est permis, tu vois. Euh, euh, il refuse la volonté, enfin, il exclut la volonté divine et cette incarnation et cet anthropomorphisme de Dieu, tu vois. Un Dieu libre et arbitraire. Donc il ne peut pas, tu vois, il est obligé d'aller au bout, il ne peut pas l'appliquer à l'homme, tu vois. C'est ça son problème aussi, tu vois. Il se dit, mais attendez, si la toute-puissance, si est nécessaire et n'a pas cette capacité, cet attribut même, on pourrait dire, alors les mortels, les modes que nous sommes ne peuvent pas l'avoir, tu vois. Donc c'est par cohérence et par logique que Spinoza remet en question le libre arbitre. C'est par cohérence avec son système total et sa vision de ce qu'est le monde, Dieu, la puissance, qu'il refuse cette même volonté et cette même libre arbitre aux individus. Par sens d'observation aussi, c'est quand même quelque chose qui dit aussi beaucoup, c'est que, tu vois, justement, la toute fin de l'éthique, c'est que, parce que donc, déjà, on a parlé un petit peu de morale, et c'est pas un hasard si l'éthique s'appelle l'éthique, mais à la toute fin de l'éthique, on a bien compris que Spinoza a quand même proposé un modèle qui s'inscrit dans une forme de démonisme, ça on en a parlé dans les épisodes précédents, et il concède que son modèle est difficile à atteindre et que c'est même presque à la fois à la fois mystérieux et en même temps pas tant que ça, que finalement personne n'y arrive vraiment parce que les derniers mots de l'éthique, c'est tout ce qui est beau est aussi difficile que rare. Donc voilà, je pense que c'est aussi en observant tout simplement ses semblables, et puis c'est quelqu'un qui dans sa vie personnelle a été confronté à quand même des choses difficiles, qui a été exclu de sa communauté, etc. Pour des motifs pas forcément légitimes. Donc voilà, je pense qu'il se rend compte aussi par l'observation que justement parce que ça, je crois que ça, c'est une scolie pour le coup, où il dit, elle est connue, où il dit que les hommes se trompent quand ils se croient libres, parce qu'ils confondent en fait alors c'est pas formulé exactement comme ça, mais en gros... Oui, bien sûr, ouais, parce qu'ils ignorent les causes. C'est ça, ils voient leurs désirs, mais pas les causes qui motivent leurs désirs. Enfin voilà, c'était une tangente, en vrai, on a fait une petite digression qui était très intéressante, mais mais t'as raison, et moi je vais ajouter une chose là-dessus, parce que c'est ce que tu dis est vraiment important. C'est quelqu'un qui a vécu quand même au croisement, comme je disais tout à l'heure, de 3 grandes variantes du monothéisme. L'orthodoxie juive, le catholicisme, et puis la réforme, le protestantisme. Spinoza est dans cette tradition de la réforme, tu vois. Mais il va beaucoup plus loin que les calvinistes ou les luthériens. Je sais pas s'il va beaucoup plus loin, mais il va dans une autre direction en tout cas. Il va dans une autre direction, effectivement. Si tu veux, quand je dis pourquoi, parce qu'on peut pas, même s'il y a des choses, tu vois, par exemple, chez Luther, c'est un déterminisme encore plus. Ouais, je connais surtout le calvinisme, à vrai dire, mais plus limité plus radical que Spinoza, le serf arbitre, comme on dit. Mais et donc. Mais on peut pas, on va pas pouvoir qualifier Calvin ou Luther d'athée, tu vois. Non, bien sûr, ça c'est sûr. Il y a toute une, tu vois, il garde le formalisme de Dieu, ce qu'on disait tout à l'heure, ce que rejette Spinoza dans son Dieu, monde, nature, etc. Qu'il les sauve justement de la notion d'athéisme. Donc il passe pour des hérétiques, voilà, mais pas pour des athées. Donc il est dans cette réforme. La réforme est aussi une critique en fait de l'incapacité ou des limites de la religion. Donc Spinoza il est vraiment là-dessus. Ce qui est intéressant dans l'éthique et ce qui n'est pas le cas des autres philosophes, que ce soit on a parlé de Descartes et Pascal, mais
C'est ce que je connais le plus, puis dans les rationalistes de l'époque, c'est comme les plus grands penseurs, je pense. Euh, Descartes a une œuvre où les écrits qu'il a sont assez, on va dire, scientifiques, tu vois. Mhm. Il va construire. Et c'est pour ça que moi, je dirais que finalement, Descartes, il est encore plus athée que Spinoza, parce qu'en fait, Dieu est athée, tu sais, ça veut dire l'absence de Dieu. Tu vois. Mhm. Ça veut Mhm. pas dire qu'il n'existe pas forcément. Tu vois. On pourrait se dire que, tu vois, moi, quand on dit le marxisme, c'est un athéisme, on est tout à fait d'accord. Moi, je dirais, il y a une phrase de Marx, si Dieu existe, tant mieux pour lui. Tu vois, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Ça veut dire, en fait, l'être humain n'a plus besoin, et même Dieu est encombrant pour pouvoir mener sa destinée. Tu vois, Mhm. pour moi, c'est ça vraiment l'athéisme. Il y a des trucs où, tu sais, les gens qui perdent un proche, la vie après la mort, etc., ils se retrouvent à croire en Dieu parce que ça les aide. Mhm. Tu veux, je suis désolé, mais oui, effectivement, quelqu'un qui te promet que tu retrouveras tes proches après la mort, pour l'instant, euh, matériellement, moi, le marxisme, il est, tu vois ce que je veux dire, où il est dépourvu de, pour moi, il est dépourvu d'aide dans ce genre de Absolument, situation, tu vois. absolument. Donc, je pense que la religion a encore, de manière individuelle, et il y a tout un espace de la vie et de la non-vie et de l'existence et du sens qui ne peut pas être encore répondu par la science ou par la philosophie scientifique comme moi j'essaye de la faire, donc dans la traduction dans la continuité du marxisme. Bon, et ça, j'ai perdu ce que je voulais dire. J'ai perdu ce que je voulais dire. Euh, Par rapport au contexte euh, de la vie de Spinoza, je pense que tu réagissais. oui, et voilà. Et donc, je disais, donc, on va avoir un écrit où tu vas avoir, par exemple, un Descartes qui, lui, va mettre Dieu très vite de côté. Et tu vois que ça l'embarrasse. Il y a des écrits où il dit, ouh, là, j'aurais pas dû dire ça, etc. tout. Mais donc, il va prouver tout de suite l'existence de Dieu assez rapidement dans ses œuvres. Puis après, il va faire toutes ses démonstrations sur d'autres choses, hein, etc. Des choses beaucoup plus concrètes. Euh, Pascal, lui, va être très dans la, tu sais, dans le moralisme, la pensée, mais aussi quelque chose de très concret avec un Dieu justement absent. Donc, comment on vit sans la manifestation de Dieu? Et l'œuvre de Spinoza, elle est à part, quoi. L'éthique, il construit, Deleuze va dire une ontologie, mais c'est pas tout à fait ça. Pour moi, il construit une forme de réforme, c'est-à-dire c'est presque une Bible, l'éthique. Tu vois? Il repart de Dieu dès le départ. Mhm. Il essaye de reconcevoir toute une forme de euh, euh, naissance du monde. Il y a d'abord le monde, voilà, qui est Dieu. Et d'ailleurs, si tu prends on va dire le Pentateuque, quoi, c'est-à-dire l'Ancien Testament, Mhm. il y a la même continuité, tu vois. Euh, comment d'abord il y a Dieu, voilà, donc c'est la Genèse. Ensuite, ensuite il y a l'homme, tu Mhm. vois. Ensuite, ben, il y a la vie humaine, etc. Et puis, ça se termine, la partie 5 de l'éthique, tu vois. Donc, toute la partie 2, 3, 4 est une forme d'anthropologie, mais comme dans la Bible. Et puis, tu as la partie 5, euh, qu'on pourrait identifier peut-être au Nouveau Testament, ou etc. Mais dans euh, quelle est la vie bonne, quoi? Mhm. Quel est Absolument. comment on va faire comment vivre, comment se comporter à partir de tout ce qui nous a précédé, à partir de l'initial, le Dieu, le monde, ensuite l'homme et comment se comporter. Et ben, il y a une forme chez Spinoza et ça, je pense que ça, ni Pascal ni Descartes par rapport à ce qu'on a dit de leur vie ne pouvaient construire une œuvre de cette manière-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été au croisement Mhm. de tous ces monothéismes. Spinoza, c'est le seul qui a été confronté à devoir remettre en question enfin, l'orthodoxie juive, le catholicisme et peut-être aussi les limites de la réforme, tu vois. Mhm. Tout à Donc fait, il ouais. a une œuvre qui me semble presque une forme de... Et là, je te donne le point, presque une Bible athée ou proto-athée. Voilà, Ouais. on Moi, est je suis assez d'accord. d'accord. Je suis assez d'accord. Mais en plus de ça, il y a aussi tout l'aspect même plus politique. C'est-à-dire que ce que tu dis là, au-delà des dogmes de l'époque auquel il a été confronté, et je suis tout à fait d'accord, mais il faut aussi prendre en compte, je pense,
le contexte des Provinces-Unies de l'époque, qui en gros étaient menacées à la fois par les Anglais, par les Français, et qui donc, comment dire, avaient... de ce que j'ai compris en lisant un petit peu sur la vie de Spinoza et sur le contexte de l'époque, il y avait quand même des courants très conservateurs parce que donc les Provinces-Unies c'était un des pays les plus C'est l'Espagne. ouais, mais Extrêmement- c'était très libre par rapport aux autres pays. C'est pas un Ah hasard ouais, d'ailleurs si les complètement. Maranes, la famille de Spinoza, donc qui étaient originellement des Juifs de la péninsule ibérique, ils sont venus en France parce que c'est ça, hein, le grand-père de Spinoza vivait à Nantes. Puis s'ils sont partis de Nantes pour vivre aux Provinces-Unies, c'est parce que là-bas on y était plus libre que dans le reste de l'Europe, où il y avait quand même, en tout cas quand tu étais juif, tu pouvais facilement être persécuté par les chrétiens, quoi. Complètement. Et malgré, en fait, comme les Provinces-Unies étaient très soumises à des menaces externes, il y avait des courants très conservateurs au sein de la société qui commençaient à dire, en fait, faut peut-être qu'on se calme un peu sur ce genre de libéralité et tout ça, il faut peut-être serrer un petit peu la vis, quoi. Et donc ça, je pense que ça explique aussi ce que tu décris là, tu vois, c'est-à-dire vraiment le contexte Ouais, politique de l'époque, quoi. ben, t'avais ça, et puis, je te dis, ils sont au croisement, donc t'as des effets d'action-réaction. Hmm. C'est-à-dire qu'ils sont un pays très libre, et donc, bah, effectivement, on le vit aujourd'hui, tu vois. Quand nous, t'as des nouvelles formes de liberté qui sont octroyées, ou des nouvelles formes de libération en gestation, bah, t'as des gens qui appartiennent soit à l'ancien ordre, là où ils étaient, euh, on va dire tolérants, ou voilà, quand c'était marginal. Quand ça devient une nouvelle norme, commence à se raidir et à devenir réactionnaire. Tu vois, les conservateurs deviennent réactionnaires, etc. Hmm. Donc effectivement, les Provinces-Unies a été ce bouillonnement-là, mais ça a été aussi un endroit de bouillonnement intellectuel. Tu vois, on parlait de Descartes. Descartes est, je crois que c'est dans les années 20, il est allé Ouais, il a vécu là aussi, ouais. habiter aux Pays-Bas pendant Mhm. longtemps, parce que tu pouvais publier des choses que tu pouvais pas publier ailleurs que là-bas, quoi. Fallait les publier effectivement en latin pour Mais c'était plus safe, ouais. euh, voilà. Parce qu'il y Mais a un ami de Spinoza qui a fini en prison pour avoir publié des trucs pas en latin, justement. ouais, justement, donc C'est Corbart, je crois. Euh, tu vois, ouais. mais il y avait une forme de possibilité d'expression, Oui, et oui, tout à donc fait. bah, tous les grands textes, on va dire bah, rationalistes, et là on a parlé de Descartes, mais ceux d'avant, hein, tu vois, bah, Galilée, Copernic, ça c'est scientifique, mais Bacon par exemple, les premiers empiristes anglais, etc. Tout le Hmm. monde était traduit en latin à cette époque-là, à cet endroit-là. Donc effectivement, c'était, on va dire, un espèce de, on va dire, l'avant-garde de la transformation de la société occidentale, qui passait de l'ordre symbolique, on va dire, féodal à l'ordre libéral bourgeois tel qu'on le connaît aujourd'hui. Nous, on en connaît ses limites maintenant, mais à l'époque, voilà, c'était révolutionnaire. Et effectivement, Spinoza, Descartes sont des philosophes révolutionnaires de leur temps. Et Spinoza particulièrement. Et Spinoza, voilà je voulais dire. Euh, euh, Spinoza, je pense, est vraiment un. Il y a même dans l'idée de la béatitude, il n'y a pas de, comment dire, souvent un- les développements de l'athéisme ont amené à une forme de nihilisme, tu vois. Mhm. On peut parler de Nietzsche, etc. Mais chez Spinoza, il y a, il y a pas ça, quoi. Non, C'est-à-dire, pas du tout, ouais. tu vois, c'est Spinoza, moi, je pense qu'il est convaincu lui-même que il comprend mieux Dieu que ce qu'on lui a enseigné, ou que ce que les religions en ont dit, tu vois. Hmm. Il se dit pas, je vais tuer Dieu. Il se dit, alors, ça peut paraître un athéisme à l'échelle de l'histoire civilisationnelle de la région, comme on l'a dit précédemment, mais je crois vraiment que Spinoza se dit, il y a une toute-puissance, c'est pas ce qu'on nous a dit, elle ressemble pas à ça, elle nous punit pas, elle nous juge pas, Hmm. le monde n'est pas le résultat de ses envies, de ses desiderata, etc. Mais, euh, mais quand il parle de la béatitude, voilà, il se dit, voilà, je touche de mes doigts cette puissance divine, Mhm. concrète, matérielle, totale, immanente, à tout moment. Donc je ne peux pas faire moi de Spinoza un athéiste. Hmm. Pour moi, l'athéisme,
il doit forcément se conjuguer avec l'idée de la contingence. Euh, donc, ce qui est aurait pu ne pas être. Tu vois. Je- et qui effectivement peut être tragique. Tu vois. On l'a vu au XXe siècle. Le plus connu, c'est l'existentialisme. Tu vois. C'est là où des fois des gens qui rapportent l'existentialisme à Spinoza, ça fonctionne pas du tout. Ah tu oui, vois, non, j'ai parce jamais que... entendu ça, ça marche pas. Hein. Non, mais parce qu'en fait, il y a un côté, tu sais, chez Spinoza, parce que ce serait un athéisme, tu vois. Et parce que t'as le paradoxe de la liberté, notamment chez Sartre, qui t'es condamné à être libre. Tu sais pas trop si, en fait, t'es tout le temps agi de ta volonté ou si c'est juste que tu dois toujours être responsable de ce que tu n'as pas fait, tu vois. On sait pas trop chez Sartre si sa liberté, c'est juste de la pure responsabilité ou s'il y a de la volonté. Tu vois, c'est un peu ambivalent. Non, chez Spinoza, il dit voilà, le monde, il est tourne. Et puis, il faut le remettre dans le contexte, tu vois. La philosophie existentialiste est une philosophie qui naît du tragique, de la crise. Euh, Effectivement, il y a la crise du féodalisme, mais la révolution rationaliste, c'est pas un système de crise. On l'a dit avec Descartes, c'est un système de, comment dire, d'émerveillement, quoi. C'est un système de. Et oui, effectivement, ça remet en question le monde, mais c'est pas une crise, quoi. C'est un système de. Waouh, ouais, je vois le monde différemment. Ouais, je commence à le toucher de mes mains. Je suis pas obligé de subir des. Tu vois ce que je veux dire, des Ouais. laïus poussiéreux de la religion pour. Tu vois, il y a vraiment une libération. Voilà. C'est vraiment une libération. Et pour ça qu'on appelle les Lumières, tu vois. Personne va dire les Lumières de la Première Guerre mondiale, quoi. Parce que, Non, c'est c'est pas sûr. parce que tu vois, donc t'as une philosophie qui, elle, est ascendante, quoi. Donc chez Spinoza, ouais, moi, je te dis, ouais, c'est celui qui allait le plus loin dans les rationalistes, et c'est pour ça que souvent il est qualifié d'ultra-rationaliste, parce qu'en plus d'avoir fait, euh, et là-dessus on est d'accord, hein, ce qu'on disait dès le départ, en plus d'avoir tué l'idée ouais, l'idée commune de Dieu, et en ça on peut dire que c'est un athéiste, l'idée anthropomorphique d'un Dieu, etc. euh, Bah, il a reconstruit quand même à partir de ce nouveau monde une anthropologie et une éthique, tu vois, une façon de se comporter. Et donc il y a quelque chose presque de... Il a presque écrit un livre religieux en fait Ouais, quand il ouais. écrit l'éthique. Je suis assez Et tu d'accord. vois, et avec en plus la même euh, le même formalisme, tu vois. En plus, on en parlait, mais sûrement qu'il a été écrit peut-être à plusieurs mains, Oui, mais avec le même formalisme, avec les mêmes termes qui venaient de la religion, tu vois. Avec les mêmes, parfois, des fois, difficultés de lecture, les mêmes ambiguïtés, les ouais, mêmes, je sais ce que tu veux dire. tu vois, les mêmes possibilités de faire de l'interprétation Tout à fait, littérale ou métaphorique. c'est vrai. Donc, Ouais, ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Alors, bah, bon, par contre, on a fait une énorme digression, mais en vrai, ouais, c'est très bien. Mais donc, ouais, restez justement, sur Dieu, hein. ouais, ouais, c'est tout à fait. On est retombé sur nos pattes, donc c'est bien. Et justement, ça m'amène à la suite, puisque donc, on vient de voir qu'on pouvait juxtaposer le terme de Dieu et de nature. Et pour commencer à rentrer plus en détail dans le lexique, on pourrait également mettre, je pense, un troisième terme en parallèle de Dieu et de nature, c'est substance. Et là encore, j'ai un extrait pour les auditeurs et auditrices qui est assez limpide, c'est la proposition 14 de la première partie de l'éthique, dans laquelle Spinoza nous dit que, donc là je cite, « Il ne peut exister et on ne peut concevoir aucune autre substance que Dieu ». Donc finalement, la substance, la nature, ou Dieu, pour Spinoza, c'est une seule et même chose. Est-ce que jusqu'ici, t'es d'accord aussi? Est-ce que tu as la même lecture que moi? Bah, on est d'accord. On est complètement d'accord. La substance, en fait, il reprend les termes d'Aristote, tu sais, Mhm, mode et mhm. substance. Et en fait, chez Aristote, il va dire, euh, euh, chez Aristote, il y a plein de substances et chaque Tout à substance a fait, des modes. Tu tout à vois. fait. Là où Spinoza va dire, il y en a qu'une en fait. Mais là, il va dire non, en fait, comme euh, euh, les substances qui sont issues d'une autre substance ne peuvent pas être des substances. Mhm. Donc il va dire toutes les substances qui sont issues d'une autre substance sont des modes. Et donc à la fin, il n'y a qu'une seule substance, c'est Dieu, c'est la nature.
Tu vois, il y a qu'une cause, et je vais pas dire initiale, hein, parce que ça serait très cartésien. Il y a qu'une cause euh, Immanente. immanente et unique, voilà. Euh, c'est la substance, c'est Dieu, c'est la nature. Et tous ces effets, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on touche, bah, en fait, c'est des modes, c'est des manières d'être. Voilà. Fini, infini, voilà. Mais tout se rattache à cette nature. C'est là où, justement, il y a une révolution chez Spinoza, c'est qu'il est moniste, en fait. Il va dire il n'y a qu'une seule et unique substance. Euh, et c'est là où il y a une limite aussi chez Spinoza. Ben, c'est qu'en fait, il y a quelque chose dont on a parlé qui n'existe pas chez Spinoza. C'est le temps. Tu peux chercher dans l'éthique la notion de temps, d'histoire, tu vois, n'a aucune forme d'existence. C'est intéressant. Et ce sera tout le travail justement des critiques ensuite, enfin des philosophes ensuite et à mon sens un des plus importants qui va faire euh, qui va faire la transition, c'est Hegel, tu vois. Il va lui introduire l'histoire et le temps dans l'ontologie, là où chez Spinoza il y a que de l'être en fait. Tu vois, il y a que si je veux faire Heidegger, tu vois, il y a il y a être chez Spinoza, il y a le temps chez Hegel, et puis lui, il essaye de... Alors après, je dirais dans l'éthique, c'est-à-dire que c'est pas forcément... Ouais, dans l'éthique. C'est pas forcément mais même dans les traités théologico-politiques, tu sais, c'est très formel, c'est très didactique, mais... Oui, mais y a étant pas plus de... politique, c'est que c'est forcément plus axé sur des considérations historiques aussi, tu vois. Alors, c'est une vraie question. Est-ce que c'est axé sur des questions, des questions historique ou plutôt politique? Je pense que Spinoza, lui, ne va pas considérer que, par exemple, il va pas rejoindre du tout les philosophes modernes sur le fait que, par exemple, la société que lui, il veut est une forme de développement historique, que c'est les anciens modes, enfin les anciens stades de développement qui l'amènent à ce stade-là, et ensuite elle sera dépassée par d'autres stades. Chez Spinoza, la vision de la société qu'il a parfaite est une vision qui qui aurait pu exister de tout temps et qui devra exister en tout temps. Tu vois. Et quand tu dis de tout temps et en tout temps, bah, ça veut dire que le temps n'existe pas. Tu vois. Il développe l'idée d'une société démocratique, parfaite, etc. C'est pas forcément démocratique d'ailleurs. Oui, oui, tout à fait. Mais ouais, voilà, tu vois, d'un agencement technique, ce qui n'est pas un reproche à faire à Spinoza. Je suis assez d'accord qu'il n'y a pas de chez futur. Chez Hobbes, c'est pareil, tu vois. Les gens, ils sont sur des considérations techniques. Moi, je dirais plus que le politique, les traités de politique sont plus des traités techniques. Des techniques d'organisation, tu vois ce que je veux dire, mais qui n'ont pas, on va dire, chez Spinoza, c'est presque l'aboutissement de son éthique. Il va dire, bah voilà, une fois qu'on a atteint la béatitude et la connaissance absolue comme moi, Barouche, je sais pas s'il le prétend. Je pense pas qu'il le... Non, j'exagère. Mais bon, tu vois, il y a une forme adéquate de gouvernement technique, tu vois, technique adéquate de la vie bonne, tu vois. Et ce truc-là, tu vois ce que je veux dire, c'est pas comme Marx va dire bien après, mais c'est pas un reproche, toujours pareil. Non, bien sûr. C'est à l'état de développement des forces productives des Provinces-Unies, voilà le mieux qu'on peut faire. Par contre, dans le futur, ce sera mieux, tu vois, enfin, ou ce sera pire. Tu vois ce que je veux dire, il y a pas ces idées-là. Mais tout. Et d'ailleurs, attention, quand je dis il n'y a pas la notion du temps, j'ai cité Heidegger pour faire le malin, mais parce que ça me faisait penser à ça, mais c'était dans les deux sens. Parce que tu peux réintroduire le temps, mais de manière extrêmement conservatrice ou réactionnaire. Heidegger, c'est ce qu'il fait. Heidegger, lui, va dire, en fait, tout le temps est une forme de décadence, est une sortie de l'authentique, tu vois. Il va dire, et c'est pour ça que les Allemands... nazis, et puis chez Nietzsche tu le retrouves aussi, mais tu sais, il y a une espèce d'éloge du monde païen ou pré-païen, etc.
Tu vois, il va dire, voilà, tout le développement est une forme de sortie de l'authentique, sortie enfin, tu vois, de déchéance, voilà. Donc, ça veut dire, tu vois, quand je disais il n'y a pas de notion de temps, c'est aussi parce qu'il est dans une phase progressiste, à mon sens. Hmm. Euh, Ah, c'est intéressant. et C'est tu vois, intéressant. il C'est est vrai que dans je une. m'étais jamais posé cette question et effectivement, il n'y a pas énormément de temporalité. Après, là où je Il n'y a nuancerais pas, un ouais. peu, c'est qu'il y a quand même. Forcément, si tu as une considération causale, il y a une considération temporelle aussi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais justement, Spinoza étant faisant de la substance quelque chose de total, d'immanent et pas simplement de euh, cause initiale lointaine, Mhm. euh, c'est celui qui finalement va laisser encore moins de temps. C'est-à-dire qu'il y a, c'est difficile entre Dieu, la cause de tout, la substance, et maintenant d'imaginer du temps chez Spinoza. Tu vois. Hmm. Quelqu'un qui va reléguer par exemple Dieu en se disant bah, il y a le Dieu initial de la Genèse et puis les protestants il y a ça, tu vois ce que je veux dire. Tu sais, des gens qui essayent de dire la Terre a 6000 ans, tu vois ce que il y a des choses qui se passent entre maintenant. Dès que tu commences à mettre de la, tu sais, tu commences à mettre de la temporalité entre la Genèse et maintenant, Mhm. ben effectivement, tu introduis la notion de temps, d'amélioration, de dégradation, enfin peu importe. Chez Spinoza, lui, son rejet complet de la vision théologique telle qu'on la connaît dans les grands monothéistes, il abolit même la notion de temps. Parce Hmm. qu'il abolit même la cause première à remonter 6000 ans en avant. Non, il dit, voilà, il y a une substance tout temps, totale, immanente, qui qui bouge, qui se métamorphose, qui voilà. Mais l'idée de temps est assez peu présente chez Spinoza. Parce que justement, sa causalité n'est pas et c'est pas la causalité initiale, c'est la causalité tout le temps. Le monde est pas, euh, 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 comment dire, une pierre poussée par Dieu qui continue de dégringoler. Non, 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 bien sûr, bien sûr. c'est une pierre qui bouge en non-stop. Euh, parce que la pierre, c'est Dieu, tu vois. Oui, Enfin, oui, c'est ça, oui. j'essaie de trouver une image. Donc, tu vois, l'idée de temps est finalement très très peu présente chez Spinoza. Ou je Ouais. dirais même qu'elle sert à rien, tu vois. Hmm. Je sais pas, ouais. C'est parce que je vois ce que tu veux dire et je suis d'accord. Après, je pense on est aussi là limité par comment dire, la conception de la temporalité de notre propre culture qui est occidentale, tu vois. C'est-à-dire que je pense que par exemple des Chinois ont pas du tout le même rapport au temps que les Ouais, Européens, on est tu vois. d'accord. Et puis notre philosophie moderne, elle est centrée sur euh, justement l'idée de l'évolution. Tu Oui, vois. oui, tout à fait. Euh, il faudra effectivement pas longtemps à ce que le temps apparaisse. Quand je parle de la. Après, tu sais, chez Descartes, elle est pas non plus très présente, hein, chez Pascal non Non, plus, non, hein, c'est tu vrai, vois. c'est Donc, vrai. euh, elle l'est un peu plus, mais il faudra attendre le siècle d'après, tu sais, avec ceux qui vont commencer tu sais, Rousseau Ouais, ou ouais. Adam Smith, tu vois, gens qui vont essayer de penser justement le développement de l'humanité, ces périodes, les stades, tu sais, c'est de la théorie stadiale, tu vois, ça c'est quelque chose de fondamental chez nous. Puis après, bah, tu as l'évolution, puis après tu as Hegel, tu as Marx, puis tu as Darwin. Donc, bon, mais, euh, mais chez Spinoza, c'est vraiment c'est le plus absent. Bah, pourquoi? Bah, parce que tout est une question de puissance, d'immanence, d'action, d'effet, etc. Mais tout le temps immédiat, quoi. Hmm. Moi, je me rappelle une fois, euh, ça m'avait choqué. Je voyais Lordon qui discutait avec Friot. Mhm. Alors, Lordon, très spinoziste, Mhm. spinosien, je sais pas Mhm. comment on pourrait dire. Mais qui dit. Qui contestait l'idée du déjà là de chez Friot. Mhm. Et moi, ça m'a choqué parce que s'il y a bien un philosophe, voilà, où tout est déjà là, Ouais. où rien n'apparaît, où rien ne disparaît, tu vois ce que je veux dire? Où l'idée de quelque chose qui n'est pas est demain ou quelque chose Oui, qui oui, oui, oui. est. C'est bien chez Spinoza. Spinoza, tu Oui. vois ce que je veux dire? L'idée du tout déjà là, tout le temps maintenant nécessaire, c'est vraiment quelque chose de spinozien. Oui, oui, Et c'est là, vrai. Lordon essayait de faire un peu le malin,
mais il se prenait les pieds dans le tapis parce qu'effectivement, euh, l'idée du déjà là de chez Frio, je sais pas si tu connais. Tu vois, Non, je connais Frio, mais je connais le déjà là, ça me dit rien. Et en fait, Frio dit en fait le communisme il est déjà là. Ok. Il est déjà là, mais en, de manière éparse. Alors lui, il va dire, par exemple, les caisses la sécurité sociale, c'est déjà du communisme. Et D'accord. c'est une bulle de communisme tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais, une ouais. goutte de communisme dans le. Et il dit, bah oui, en fait, il faut maximiser cette goutte de communisme pour qu'elle s'étende voilà, et qu'elle devienne. Voilà. Bah ça, c'est très spinozien pour moi. C'est Mhm. le côté, il y a, tout est déjà là. Et par contre, ta puissance d'agir, etc., fait que tu maximises ou tu minimises des Hmm. choses. Ouais, Tu vois. effectivement. Ouais. Euh, c'est là où ça va se heurter à la pensée de Marx et à la pensée d'Hegel d'abord, de la dialectique, c'est-à-dire l'idée de transformation et d'apparition. C'est-à-dire de se dire, euh, à partir de toutes les parties, il y a une nouvelle partie qui peut apparaître. Hmm. Tu vois. Chez Spinoza, je pense que pour lui, c'est pas possible, quoi. Tu vois ce que je veux dire? De se dire une apparition chez Spinoza, c'est pas possible. Oui, Tu vois. oui. Euh, Et donc là, mais tu comprends que l'idée de l'apparition, elle est quand même assez, pour moi, enfin, je sais pas pour toi, mais pour moi, elle est quand même assez consubstantielle avec l'idée de transformation, quoi. La transformation, c'est faire apparaître ce qui n'était pas ou faire disparaître, enfin, c'est que l'idée de la destruction, faire disparaître ce qui était, quoi. Tu vois. Hmm. Chez Spinoza, il va dire, bah voilà, il y a de la métamorphose. On va dire que chez Ouais. Spinoza, il n'y a pas de transformation, il y a de la métamorphose. Tu vois, c'est un réagencement du tout, un réagencement des parties. Mais finalement, la substance reste substance, elle reste entière, totale, tu vois. Donc, Hmm. Ouais, c'est intéressant. C'est des bonnes digressions qu'on fait. Surtout là, c'est des trucs que j'avais pas du pardon, tout prévu pour le coup. pardon. Mais non, c'est très bien, au contraire. Alors juste, ouais, parenthèse, parce que donc là, on a commencé à rentrer Oui, un petit oui, peu dans les définitions. On a parlé de la substance. La raison pour laquelle, là, je fais cette parenthèse pour les auditeurs et auditrices, parce que encore une fois, j'ai quand même 2-3 personnes qui m'ont dit, ouais, parfois c'est très oui, il technique. faut. Donc la raison pour laquelle on parle beaucoup de lexique, c'est justement pour essayer de montrer un peu tout ça et de souligner que les mots sont pas interchangeables. Bon, là, par exemple, dans le cas de Spinoza, il a un lexique qui est quand même assez précis. Un mode, c'est pas un attribut, par exemple. Et donc là, on a vu la substance, et maintenant j'ai parlé un peu d'attributs. J'aimerais bien qu'on y vienne. La définition habituelle qu'on donne, c'est donc un attribut, c'est ce que l'entendement perçoit d'une substance comme constitutif d'une essence. Donc c'est un peu abscon dit comme ça. Déjà, bon, la définition, Ouais, elle est allez, quand même vas-y. coton. Ouais, ouais. Oui, oui, tout à fait. Mais on va donner des exemples après. Déjà, est-ce que toi, ça te va? Ou peut-être que tu as justement une autre Non, non, façon de non, présenter le moi, truc? la définition, elle me va bien. En fait, l'attribut d'une substance, Enfin, moi, de j'aime la bien substance dans le cas de Spinoza, de d'ailleurs. la substance, voilà. On pourrait dire d'une substance parce que euh, moi, j'aime bien dire euh, euh, c'est manifestation, tu Mhm, vois. mhm, Donc, c'est des manières de se manifester. Et donc, ça, c'est forcément infini. Or, le mode, c'est des formes, c'est des formes de cette substance, tu vois. Donc j'aime bien distinguer les deux. C'est pas peut-être j'ai peut-être pas les meilleures définitions, mais c'est peut-être des mots qui sont un peu plus. Donc effectivement, dans la substance, il y a deux manières, deux attributs qu'on peut percevoir, comme tu l'as dit, c'est ça. qui sont l'étendue et la pensée. Et je vais peut-être trop vite, Non, hein, non, c'est mais très bien, c'est très voilà. bien. Voilà. Et donc en fait, pour moi, c'est de dire voilà, la substance, elle a deux manières infinies d'être Perceptible. comment dire perceptible. Ouais. Voilà. Donc deux attributs, voilà. Et puis après, elle a plusieurs formes, elle va avoir une infinité de formes finies euh, pour justement exprimer ses manières. Voilà, c'est plutôt comme ça que Ouais, je vais dire. ouais. Donc on va dire, ouais, on pourrait faire un truc, on pourrait faire un jeu de mots, tu vois, c'est la manière et la matière, tu vois, je sais pas Hmm. trop comment, tu vois, on Ouais, c'est pourrait, voilà, intéressant. tu vois, on pourrait dire, bah voilà, il y a une manière, voilà, et puis bah, la matière, bah, il y a plusieurs façons de le modéliser, donc tu vois, euh, donc on pourrait dire que tu as une substance, voilà, elle a deux manières infinies. Euh,
le sable et l'eau de se manifester. Voilà, le sable et l'eau, on peut s'imaginer que c'est infini, hein, Hmm. voilà. Et puis elle a plusieurs matières, plusieurs matérialités, enfin une infinité de matérialités. Elle va prendre, et ça va être son mode. Elle va faire des pâtés, elle va faire des châteaux, elle va faire des monticules, etc. Hmm. Que ce soit d'eau, que ce soit de sable ou que ce soit du mélange des deux, etc. Donc c'est plutôt. J'essaye de faire une Non, non, c'est bien. métaphore, tu vois. Ah, c'est Voilà. intéressant. Justement, je voulais avoir. Parce que je vais aussi donner. Moi, j'ai un peu essayé de réfléchir à comment sortir de cette définition un peu sommaire qu'on a donnée plus tôt. Et je voulais avoir ton avis, et c'est intéressant, les histoires de manière et de matière. Mm. Et ce que je vais faire aussi, d'ailleurs, je vais te l'envoyer à toi tout de suite, mais j'ai trouvé un schéma qui est intéressant, je trouve, en ligne. Alors, c'est en anglais, mais c'est très compréhensible. Je le mettrai aussi sur YouTube. Et qui montre un peu tout ça. Moi ce qui peut aider à la compréhension par rapport à la notion de substance, à mon sens, c'est de rappeler que, comment dire, ce que Spinoza dit là-dessus, c'est que la substance est antérieure, dans la logique, hein, pas dans la, pas dans, là justement on parle pas de temporalité, dans la logique, la substance est antérieure aux attributs. Donc les attributs se rapportent nécessairement à la substance unique et éternelle, à Dieu en fait, à la nature, et il en existe une infinité, mais effectivement, nous, il n'y en a que deux qu'on peut percevoir dans le modèle spinozien, c'est ce que tu as dit, très bien, la pensée et l'étendue. Et pour faire court, donc l'étendue, c'est l'attribut, on va dire, des choses physiques, c'est un peu ce que tu as dit avec le sable, par exemple. C'est ça. Donc Spinoza, d'ailleurs, parle aussi de corporalité, parfois. Et à côté de ça, on a le second attribut qu'on peut percevoir, qui est totalement distinct, qui est immatériel, qui est la pensée. Et donc là, on voit bien en quoi Spinoza s'inscrit quand même dans une forme de filiation de Descartes, même s'il le critique aussi, puisque les idées, par exemple, sont relatives à l'attribut de la pensée, elles sont incorporelles, et les corps physiques se rapportent à l'étendue. Ils sont spatiaux, tu vois. Et donc il y a une distinction qui est quand même assez stricte entre les deux. Même si on va voir que malgré ça, il n'est pas cartésien non plus totalement, parce que c'est là où Ouais. l'aspect temporel est important, je pense. Je sais pas, est-ce que ça te semble pas mal ça ou pas? Je suis complètement d'accord. Le schéma, ouais, il est effectivement clair. Euh, Comme tu dis, au départ, il y a la substance. Et puis après, cette substance, là, on voit pas l'infinité, mais il devrait y avoir une infinité de traits. Et puis il y en a deux qui sont, comme tu l'as dit, Mais comment tu fais une perceptibles. infinité de traits? Ouais, voilà. Bah, tu sais ce que mais si, tu sais le faire. Ah bon? Tu fais un cercle plein. Ouais, ok, non, ouais, ok, fair enough. T'as raison, t'as raison. Ça, c'est le mathématicien en moi qui, qui revient. Mais, et donc, bref, peu importe, c'était juste pour. Voilà. Mais donc, tu aurais une infinité de traits, puis tu as les deux. Et puis, donc, et là, je suis d'accord qu'il y a quelque chose d'un dualisme cartésien. La pensée, et c'est là où on peut pas mettre euh, Spinoza chez les matérialistes, vraiment, tu vois. Hmm. Euh, Parce que sinon, il dirait il y a la substance, un, il y a la matière, 2, et il y a la pensée, 3. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Les physicalistes, ils feraient ça, tu vois. Mhm. Matérialistes. Ils diraient, ok. Puis en fait, la substance, bon, on l'évacue, puis après, il y a d'abord la matière, tout, et après, la pensée est issue de la matière. Non, chez Spinoza, tu as la substance, et puis tu as deux attributs, deux manières. Voilà. Ouais, j'essaye de garder Ouais, le ouais, c'est mot, hein. intéressant. De propriété, je sais pas trop si on pourrait dire propriété aussi. Voilà. Euh, Distinctes, mais qui sont pas, tu vois ce que je veux dire, qui sont pas totalement séparées, puisqu'elles, puisque elles se rapportent à une substance unique. Tu vois, En effet. c'est comme si je disais moi, je peux parler et penser. Bon bah, c'est deux manières de m'exprimer, une pour les autres, une pour moi. Et il n'empêche que si on creuse un peu, bah, on va se rendre compte qu'elles se ressemblent, tu vois, parce que Hmm. elles sont issues de moi. Donc c'est là où le dualisme total, on pourrait y revenir d'ailleurs sur Descartes, Mhm. c'est pas si simple que Si, ça. si. Voilà. Euh, euh, il existe est un monisme chez Spinoza parce qu'en fait, il n'y a pas deux entités, il n'y a pas deux substances. Voilà. Un dualisme absolu serait de dire la pensée est une substance, les idées sont une substance et la matière en est une autre. Hmm. Voilà.
Spinoza, lui, il sort de ça, il vient vers un monisme parce qu'il dit il n'y a qu'un seul truc, c'est la substance. Et la matière et la pensée ne sont que deux manières de cette unique chose. Mhm. Je sais pas si c'est Si, clair. c'est exactement ça. Et ça, c'est très important. Voilà. De se Ouais, dire, voilà, il y a. Et c'est pour ça que c'est un des premiers à comment dire, une idée qui sera fondamentale après, a posteriori. On parlait de chez Hegel et chez Marx, qui est l'idée de la totalité. L'idée de la substance, c'est déjà l'idée de la totalité. Qui existe vraiment de manière très nette, propre, qu'on peut pas. Il n'y a pas d'ambiguïté chez. Voilà. L'idée de la totalité d'un tout unique, avec des attributs, etc. Là-dessus, Spinoza, le truc. Là où Hegel ou Marx enlèvent, ils vont justement aller plus loin, ils vont dire. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois où je t'emmène? ouais. Et ben en fait, les deux manières, la pensée et l'étendue, la pensée et le matériel, vont rentrer en contradiction, tu vois, Hmm. et vont créer autre chose, et vont être la source de la dynamique de la substance. Voilà. Hmm. Que Spinoza n'a pas encore. Mais tu vois, là, je refais un lien avec Spinoza et puis Ah ouais, non, mais et c'est très bien. C'est effectivement. Et juste pour insister un peu, parce que effectivement, je pense que c'est aussi intéressant de voir là où il y a une friction avec Descartes, c'est que faut bien garder en tête que euh, tout ce qu'on vient d'évoquer là, encore une fois, a du sens dans les rapports causaux qui sont inhérents à la vision spinozienne de la nature. Évidemment, les corps, par exemple, ou les idées, s'inscrivent dans des rapports causaux différents, parce qu'ils ne s'appartiennent pas aux mêmes attributs, mais ces rapports sont bien réels. Là où les corps sont spatiaux, comme on l'a dit plus tôt, là où ils interagissent par contact, par exemple, les pensées, les idées, certes elles sont immatérielles, mais elles interagissent aussi par des rapports causaux entre elles. Et à mon sens, ça c'est important à souligner, justement pour venir voir un peu, comment dire, où Spinoza réfute un petit peu le dualisme cartésien, le problème corps-esprit en gros, parce que Spinoza fait pas du tout une séparation similaire. Ou plus précisément, il affirme pas de prévalence de l'un sur l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Ah, complètement d'accord. Et d'ailleurs, c'est dans le schéma, c'est ça. Parce que Hmm. comme la substance, donc elle a ses deux attributs et elle se matérialise en mode, tu vois. Mhm. Dans ces modes, il y a aussi ces deux attributs, tu vois. C'est ça que va dire Spinoza. Il va dire, mais dans chacun des modes de la substance, alors il y a l'infinité, mais il y a aussi dans chacun des modes de la substance, Il se rapporte à des attributs. euh, ouais, tu vois, Enfin, il voilà, se mais qui se rapporte à rapportent à des ces attributs. deux attributs-là. Mais les modes sont des expressions de la substance. Mhm. Ils sont, chaque mode a aussi ces deux manières de s'exprimer, tu vois. Hmm. Chaque Oui, oui, tout à fait. mode de la substance a les attributs de la substance, Tout à fait. tu vois. Et donc, pour Spinoza, il n'y a pas des modes qui sont purs, qui pourraient avoir que l'attribut étendu, et des modes qui pourraient avoir que l'attribut pensé, tu vois. Hmm. Et encore moins les individus. Donc en fait, le mode de Spinoza, c'est toujours un mode qui s'exprime avec de l'étendue et de la pensée. Et un individu, ça ne peut jamais naître que de l'individu, enfin que de la matière ou que de la pensée. Tu vois. Hmm. C'est là où, chez Descartes, effectivement, lui, il... c'est paradoxal en fait. Pourquoi? Parce que on pourrait dire Spinoza est plus matérialiste et plus empirique, enfin tu vois, est plus cohérent avec ce qu'est un corps. Mhm. Et finalement, tu te rends compte que les physicalistes vont beaucoup plus hériter de Descartes et de son idée de, tu sais, de l'animal-machine, Ouais. l'homme-machine, etc. Tu vois? Ouais. Il va dire tac tac. Et puis, en fait, les physicalistes, ils vont reprendre toute la machinerie, le mécanisme de Descartes, puis ils vont dire, et puis en fait, l'âme n'existe pas, la pensée, tu vois, ils vont raccrocher les wagons comme ça. Chez Hmm. Spinoza, lui, il n'est pas matérialiste à ce point. Il dit, il y a les deux trucs qui s'expriment. Et c'est deux choses différentes, c'est deux attributs. C'est deux trucs qui s'expriment. Ce qui euh, me semble, à mon sens, plus, comment dire, plus cohérent avec la réalité, la vision de Spinoza que de la vision de Descartes. Mhm. Voilà. Euh, Parce que même si on essayait de... Alors, je sais pas si... Moi, je ne suis pas très bon en manga. Ouais, Euh, moi, vite fait.
Je suis Très vite fait. Vas-y, mais dis-moi où tu veux en plus venir, nul on va voir que, tout de suite. encore plus nul que David Guiraud. Mais c'était la boutade du jour. Mais non, je sais pas si tu as vu Ghost in the Shell ou si tu l'as lu. Ou si J'ai tu l'as... vu l'animé il y a très longtemps, ouais. Voilà, donc ce qui est intéressant en fait dans Ghost in the Shell, c'est que tu as presque une expérience cartésienne, tu vois. C'est une entité. Tu as toute cette discussion. C'est un programme en fait qui devient euh, un individu, tu Mhm, vois. mhm. Parce que et on y est confronté avec les intelligences artificielles, Ouais, en tout cas, les questions etc. Et commencent dans à se Ghost in the poser, ouais. Shell, voilà, et dans Ghost in the Shell, t'as tout ça, t'as tout le côté, bah ouais, mais donc il faut que tu le revoies, ça Ouais, il devrait faudrait que je le t'intéresser. revoie, ouais. C'est vraiment des questions, voilà, et donc à un moment donné, t'as toute une conversation entre le Puppet Master et puis des individus, et puis il explique, mais comment vous faites la différence? Et on a presque, tu sais, presque dans une expérience de Turing aussi, tu vois, Ouais, genre ouais. comment vous faites la différence entre moi et un individu, etc. Et il se pose la question de l'enveloppe corporelle, etc. Donc là, on pourrait se dire, bah tiens, Descartes a raison, finalement. À la fin, il peut imaginer des âmes qui soient dépourvues d'enveloppe corporelle. Mais Spinoza, lui, va être beaucoup plus cohérent et concret. Il va dire, mais elle n'est pas dépourvue d'enveloppe corporelle. C'est juste une boîte avec un ventilateur branché à une prise, quoi. Tu vois ce que je Mhm, veux dire? Il y a encore de la matière et de la pensée qui s'expriment en même temps, tu vois? Je veux mhm, dire, alors les physicalistes pourraient dire, bah oui, elle est issue de, la cause matérielle est première, qui est difficile dans le film, tu comprends que c'est plus compliqué que ça, et effectivement, les expériences d'intelligence artificielle sont plus compliquées que ça. Non, chez Spinoza, il va dire, bah voilà, chaque mode de la substance, pas tous, mais potentiellement peut s'exprimer avec tous les attributs de la substance. Et il y en a qui s'expriment bien mieux l'attribut de la pensée, ça va être les individus humains, et d'autres assez peu, l'individu pierre par exemple, ou le mhm, mode pierre, ou le mode bureau, ou le mode stylo, tu vois. mhm. Même s'il y a des stylos qui pensent bien mieux que certains qui les tiennent. Mais, mais tu vois, et finalement, ça paraît plus cohérent en fait d'avoir comment dire, cette immanence et cette synchronisation totale entre les deux. Mhm. Et on revient justement à l'absence de temps chez Spinoza. Tout est synchrone chez Spinoza. Tu vois, il y a pas de. Tu disais tout à l'heure la substance un 2 puis même toi, tu étais gêné en disant, mais oui, mais en fait, je vais le rédiger comme ça, mais en vrai, ça se passe au même moment. Bah oui, tu Mhm. vois bien. Tout est synchrone chez Spinoza. Mhm. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, et après, pour continuer un peu sur la distinction avec Descartes, il y a aussi, même à l'échelle tout simplement individuelle, de cette idée que finalement l'esprit commanderait au corps, des choses comme ça, tu vois, qui ont des Ouais, ouais, conséquences très complètement. très lourdes. Là où Spinoza va dire, mais en fait, pas du tout, enfin, ça marche pas comme ça, tu vois. Et donc voilà, ça me D'accord. semble assez intéressant. Alors justement, là, on a commencé à évoquer les modes, mais on n'a pas encore trop défini le truc. Et en même temps, je crois qu'on est à quoi, 1 heure et quart déjà d'interview. Donc voilà, on a fait en fait, c'est paradoxal parce qu'on a fait un tour déjà, et on va parler des modes, hein, ne vous inquiétez pas pour les auditeurs auditrices. On est dans un paradoxe parce qu'on a déjà fait un tour et en vrai on pourrait aller quand même vachement plus en profondeur. Le truc c'est que là on parle de notions assez techniques donc je veux pas en faire trop non plus. Surtout qu'en vrai on pourra faire d'autres discussions, y a pas de souci. Mais voilà, il me semble qu'il y a au moins encore un truc à aborder pour commencer disons avoir une esquisse de ce schéma et je mettrai le schéma sur YouTube, donc de la métaphysique spinozienne. Et ce dernier point à aborder, donc qu'on a déjà évoqué, c'est les modes. Pour reprendre encore une fois l'éthique, Spinoza nous dit la chose suivante: j'entends par mode les affections de la substance ou ce qui est dans autre chose et est conçu par cette même chose. Alors la deuxième moitié de la phrase, pour moi, est cryptique pour pas grand-chose. Tu me diras si tu es d'accord d'ailleurs, mais Mhm. l'idée à retenir, c'est vraiment que les modes sont des modifications, c'est pas un hasard si j'ai pris ce mot-là, de la substance. Et donc si on reprend l'exemple des corps qu'on a évoqué plusieurs fois là, dans les dernières minutes, bien, les corps sont des modes de la substance selon l'attribut de l'étendue. Est-ce que ça te semble clair si on l'explique comme ça? Ouais, je suis assez d'accord. Et c'est pour ça que j'aime pas trop l'idée de modification, Ah, vas-y, dis-moi. parce que ça voudrait dire euh,
que la substance, tu sais, quand on dit modifier, Mhm. ça veut dire que t'es différent, t'as un rapport de non-identité. C'est-à-dire que la partie modifiée n'est plus identique à la partie euh, euh, précédente, tu vois. Alors la Mhm. substance, comme on disait tout à l'heure, elle est tout le temps, partout, etc. Elle change jamais. Moi, je vois plus les modes comme, et d'ailleurs, pour moi, le mode modal est comme aller plus loin que modification, mais comme modalité, Ouais, ok. c'est-à-dire comme, tu vois, Ouais, ouais, comme c'est mieux, t'as moyen, raison. Je suis tu d'accord. vois, de la substance. Et c'est une forme, tu vois, c'est une forme Alors moi, alors je vais t'expliquer comment je vois la substance, et comment Ok, je la vois vas-y, dans ma vas-y. tête là maintenant. Vas-y, vas-y. Je la vois comme un métamorphe, tu vois, genre dans les Pokémon. Je sais pas si tu connais les Pokémon. Bah en fait, Là, tu fais appel encore une fois à une référence Pokémon. Moi, j'ai joué à Rouge et Bleu quand j'avais 11 ans, quoi. tu vois, j'essaye de faire l'un, tu sais, de passer de l'un Ouais. à l'autre, tu vois. Et je connais pas bien non plus, mais ça me... Ou alors, tu sais, dans Batman, là, t'as une espèce de truc en argile, tu sais, où tu sais, t'as des expériences de monstres comme ça, tu sais, qui sont pure matière et qui peuvent prendre l'apparence de leur... Ouais, ouais, toutes ouais. les apparences possibles d'une table, d'une chaise, ou les Barbapapa, tu vois, si c'est vraiment très vieux, tu vois, les Barbapapa, Ouais. ils peuvent prendre Ok. tu vois, les mecs qui ont 50 ans qui écoutent ça, vous regardez les Barbapapa. Tu vois, mais tu vois, je le vois comme ça, comme une espèce de Ouais. masse informe qui peut prendre toutes les formes possibles et imaginables. Et donc, c'est pour ça que je dis, c'est plutôt des modalités. Ouais, Parce ouais. qu'en fait, la substance, elle se modifie pas. Non, t'as Elle est- raison, t'as raison. C'est un tu meilleur vois, terme. voilà. Donc c'est ça. Pour moi, le mode, voilà, c'est une modalité de la substance, souvent finie, peut-être infinie, mais souvent finie. Et toi-même, moi et toi, nous sommes des modalités de la substance, c'est-à-dire des incarnations. Mhm. Et là, effectivement, j'avoue, ici, il y a un espace, des incarnations qui sont finies, donc temporaires. Effectivement, là-dessus, il y a une forme de temporalité dans les modes. S'il y a un espace où la temporalité existe euh, chez Spinoza, c'est dans les modes. La substance, elle, est éternelle par Mhm. définition. Le mode, lui, est fini, donc temporel, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Bon, bah écoute, je pense que c'est déjà un bon mot de la fin pour cette. À mon avis, il faudra refaire une partie, mais justement, je vais y venir parce que j'ai une proposition à faire aux auditeurs, auditrices et à toi par la même occasion. Mais donc là, on a déjà survolé pas mal de choses assez complexes et pourtant, il y a tout un tas d'autres choses qu'on n'a pas évoquées. Comme nature naturée, nature naturante, le média et l'immédiat. Là, tu en as parlé un tout petit peu, mais on pourrait rentrer dans le détail des modes finis et infinis. Mais encore une fois, j'aimerais qu'on essaie de faire des épisodes qui restent assez digestes, parce que voilà, j'ai eu des échos. Alors, nos précédentes conversations ont été très bien reçues, et même les gens qui ont parfois un peu galéré m'ont dit que c'était super, mais voilà, c'est vrai que c'est... Nous, on baigne un peu dedans, donc je pense qu'on nage plus facilement que des gens qui sont pas habitués, et c'est vrai que c'est parfois un peu technique. Donc voilà, c'est pour ça que j'insiste sur des épisodes pas trop longs non plus. Et donc une suggestion que je voulais faire pour terminer aux auditeurs et auditrices, et ça tu me diras si tu es d'accord, mais notamment sur YouTube et Spotify, vous pouvez... les fonctionnalités permettent de réagir assez facilement, donc mettez déjà en commentaire s'il y a des choses qui n'étaient pas claires dans l'épisode d'aujourd'hui, et donc éventuellement on pourra en reparler, ou au minimum je répondrai moi en commentaire. Et sous le contrôle de Position Revue, avec plaisir. Et aussi, éventuellement, nous préciser si vous voulez qu'on aborde plus en détail certains points spécifiques dans de prochaines conversations. Et d'ailleurs, j'en profite aussi, parce qu'on l'a pas trop fait, c'est quand même aussi une habitude que je m'efforce de suivre, mais comme toujours, vous pouvez retrouver Position Revue déjà en ligne sur X et sur le site, donc c'est position au pluriel-revue.fr. Donc voilà, n'hésitez pas. Je sais pas si tu as des choses à ajouter un peu sur Ouais, tout ça. non, bah, nous, on vient de sortir parce qu'on fait des numéros thématiques, comme on Ouais. avait dit, où on va faire des entretiens de gens, voilà, de gens assez connus. On va chercher des historiens, on va chercher des sociologues sur un thème. Mhm. Euh, on aime bien les faire euh, travailler sur un thème que nous on choisit, parce que ça permet un peu des fois de les sortir de leur sentier battu. Ou un entretien autour de ça. Bon, c'est en général des spécialistes, mais essaye un peu d'avoir un point de vue, un multiple point de vue sur un thème. Donc là, on vient de sortir un numéro sur la grève. Ok. Voilà. Pour sortir qu'on a conçu pendant la séquence de le mouvement des retraites. Mhm. Et puis en parallèle de l'article, du numéro,
Il y a quelques entretiens, dont notamment un long entretien avec Bernard Lahire sur son dernier livre, là, Ok. Les structures fondamentales des sociétés humaines, donc qui peut intéresser les auditeurs parce que ça pose justement la question des développements, du matérialisme, etc., du constructivisme. Donc ça peut faire écho à nos discussions un peu plus philosophiques. Carrément, mais je me demande, je pense que on en parlera aussi, mais on pourrait aussi sortir de Spinoza pour des discussions, voilà. Ah bah complètement. Mais C'est toujours un plaisir. carrément, ouais, je te remercie encore une fois de ta participation. Pareil, c'est vraiment des discussions qui sont assez sympas. Et à la prochaine du coup. À bientôt. Ciao. Si vous aimez mon travail et que vous voulez me soutenir, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez attribuer une note et suivre Nouveau Paradigme sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et YouTube, ou bien vous pouvez simplement le partager à vos amis et vos proches. Le bouche à oreille aide toujours. Enfin, vous pouvez financer le podcast en vous rendant sur ma page Patreon ou Tipeee, et quel que soit le soutien que vous m'apportez, merci. C'est vraiment grâce à vous que mon travail peut continuer à exister et se pérenniser.